Comment les nœuds et validateurs des blockchains se mettent d'accord entre eux afin de valider les transactions? On pourrait dire, plus vulgairement, comment se sécurisent les blockchains qu'on utilise tous les jours? À quoi correspond le proof of work incarné par Bitcoin que l'on accuse d'être trop énergivore? Et vers quel mécanisme se dirige Ethereum avec Ethereum 2.0 dans les prochains mois? Voyons cela ensemble. Un algorithme de consensus, appelé également mécanisme de consensus, est un procédé par lequel les nœuds d'un réseau pair à pair se mettent d'accord sur un ensemble d'informations. Dans le contexte des crypto-monnaies, un tel algorithme permet aux nœuds d'être en consensus sur le réseau de transactions, la fameuse blockchain. Le mécanisme de consensus d'une blockchain permet donc au réseau de se mettre d'accord sur une version unique de l'histoire. Mais il existe plusieurs manières de tomber d'accord. Focus sur 4 d'entre elles, en commençant par la plus connue, le Proof of Work utilisé par Bitcoin. Ce procédé cryptographique consiste à créer de la monnaie en résolvant un calcul mathématique complexe. C'est les mineurs qui assurent cette fonction. À l'origine, cette invention d'Adam Back a été imaginée pour combattre les mails spam, puis elle a été popularisée avec Bitcoin en 2009. Son principe est assez simple. Les nœuds du réseau doivent résoudre un problème cryptographique en dépensant de l'énergie. Bitcoin est basé sur la preuve de travail et utilise l'algorithme d'Adam Back, baptisé Hashcash, pour calculer cette proof of work. La fonction de hachage utilisée est le double SHA-256. L'utilisation de la preuve de travail dans Bitcoin possède un rôle double. Premièrement, exiger un coût pour la fabrication des nouveaux bitcoins. C'est pour cela que, par analogie au minage d'or qui demandait de l'énergie pour extraire de nouvelles quantités de minerais, on parle souvent de minage pour décrire l'activité consistante à calculer la preuve de travail et faire en sorte que le réseau puisse arriver à un consensus, c'est-à-dire que les nœuds honnêtes puissent se mettre d'accord sur qui possède quoi et quelles transactions sont valides. Pour cela, Bitcoin met en place ce qu'on appelle une chaîne de blocs, au sein de laquelle des blocs de transactions se suivent et sont ajoutés toutes les 10 minutes en moyenne. Chaque bloc contient l'identifiant du bloc précédent, ce qui permet de lier les blocs les uns aux autres. Cependant, tout le monde ne peut pas réaliser ces opérations. Il est nécessaire que le mineur calcule une preuve de travail qui montrera qu'il a dépensé le montant d'énergie demandé par le protocole. Dans les détails, ce travail est souvent assimilé à l'exercice du Sudoku. Parfois difficile à faire, souvent un peu long, mais facile à vérifier une fois le travail terminé. Sur Bitcoin, chaque bloc, on le disait, dure en moyenne 10 minutes, durant lesquelles les mineurs sont en compétition pour trouver la réponse à un problème cryptographique. Le bloc en lui-même constitue donc la preuve de travail et l'identifiant et la manière dont on le vérifie. De cette façon, chaque membre du réseau peut, à partir des données du bloc, s'assurer que le mineur a bien trouvé la solution valide. Voyons un peu les avantages de ce consensus. Premièrement, la participation au consensus est ouverte. Les mineurs peuvent démarrer ou arrêter de participer au réseau quand ils le souhaitent. Le réseau est très robuste. Un mineur n'a pas besoin de connaître tous les autres nœuds du réseau. L'objectivité de la chaîne de blocs est importante. Tout le monde peut reconstituer la chaîne à partir du bloc de genèse et constater qu'il s'agit de la bonne. Et enfin, une bonne résistance à la censure à long terme due au caractère externe de la preuve. La preuve ne se base pas sur les données internes, ce qui permet d'outrepasser le censeur en déployant plus de matériel de minage. Il existe bien évidemment quelques inconvénients au consensus par preuve de travail. Premièrement, le coût élevé de la sécurisation du système lié à la consommation d'énergie importante. Cela impose aux mineurs de revendre une partie de leur récompense directement pour payer les frais d'électricité et d'entretien, ce qui fait mécaniquement baisser le cours de la crypto-monnaie. Autre impact, l'impact écologique. Cette consommation d'énergie pollue. Elle est à relativiser sur le réseau Bitcoin, car une partie provient d'énergie renouvelable, mais cet impact écologique existe. Dernier point, la vulnérabilité face aux attaques des 51%. Il est possible pour un acteur seul de réunir plus de la moitié de la puissance de calcul nécessaire pour effectuer une double dépense lucrative. Cette vulnérabilité est accentuée par le regroupement des mineurs en pools de minage. Si Bitcoin est relativement en sécurité sur ce point, ce n'est pas le cas de d'autres systèmes de crypto-monnaie. On l'a pu le voir avec Ethereum classique ou encore Bitcoin Gold. Parmi les principales crypto-monnaies qui utilisent Proof of Work, il y a bien entendu Bitcoin, mais aussi Bitcoin Cash, Monero ou encore Ethereum classique. Voyons maintenant le mécanisme de consensus le plus connu après le Proof of Work. Il s'agit du Proof of Stake, qui se traduit en français par preuve d'enjeu.
Vous avez sûrement déjà entendu ce nom si vous suivez l'actu des crypto-monnaies, et plus particulièrement celle d'Ethereum, qui doit passer de Proof of Work au Proof of Stake dans les prochains mois avec Ethereum 2.0. Alors, en quoi consiste le Proof of Stake? Avec le Proof of Stake, on remplace le mécanisme basé sur la puissance de calcul, le Proof of Work, par un autre basé sur l'utilisation de son capital. Les utilisateurs doivent acheter et bloquer une partie de leur actif pour devenir un nœud du réseau et commencer à valider les transactions. Sur Ethereum, il faudra détenir 32 Ethers pour devenir validateur. La preuve d'enjeu est souvent décrite comme du minage virtuel, car les jetons numériques jouent le même rôle que l'énergie électrique dans la preuve de travail. Ainsi, dans de nombreuses crypto-monnaies, la probabilité de valider un bloc est proportionnelle au nombre de jetons en possession du validateur. Pour les inciter à sécuriser le système, les validateurs sont récompensés par l'émission de nouveaux jetons et par les frais de transaction. Le fonctionnement de cet algorithme consiste à reproduire le minage de manière virtuelle. À chaque fois qu'un bloc doit être créé, le protocole de génération aléatoire est utilisé pour sélectionner un validateur selon le nombre de jetons qu'il a mis en séquestre. Le validateur sélectionné regroupe alors toutes les transactions et construit le nouveau bloc en y incluant l'identifiant du bloc précédent afin de lier les deux blocs entre eux. Si le validateur ne produit pas de bloc dans un intervalle de temps donné, alors un deuxième validateur est sélectionné de la même manière et ainsi de suite. Tout comme Bitcoin, l'algorithme de consensus se base sur le principe de la chaîne la plus longue. La chaîne comportant le plus grand nombre de blocs est considérée comme valide. Si le bloc est valide, le validateur recevra en récompense la création monétaire prévue pour ce bloc, ainsi que les frais de transaction du bloc, comme pour Bitcoin. Mais dans certaines chaînes, et ça sera le cas avec Ethereum 2.0, les autres validateurs ne sont pas inactifs durant ce procédé. Ils ont la responsabilité de vérifier que les transactions sont toutes correctes et que le validateur n'essaye pas de tricher. C'est ce qu'on appelle le slashing. La preuve d'enjeu n'est pas uniquement utilisée pour assurer la participation au consensus sur le réseau. Elle peut aussi intervenir dans le cadre d'une gouvernance interne d'une crypto-monnaie. De même, on peut considérer que les DAO, utilisant un jeton particulier en tant qu'action, utilisent une forme de preuve d'enjeu. Cette forme de consensus offre une consommation d'énergie réduite par rapport à la preuve de travail. Un avantage important à l'heure où la consommation électrique de Bitcoin refait débat. Certains reprochent tout de même au Proof of Stake d'être plus centralisé et moins sécurisé que le Proof of Work, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Voyons maintenant deux autres types de consensus. Sachez qu'il en existe des dizaines d'autres, mais j'ai souhaité me concentrer sur ces 4 principales. Si vous souhaitez qu'on aborde les autres consensus, dites-le moi en commentaire. Pour rester dans la thématique, voyons maintenant la preuve d'enjeu délégué ou Delegate Proof of Stake. Dans un consensus par Delegate Proof of Stake, les détenteurs des jetons peuvent élire des délégués qui valideront les transactions à leur place. De ce fait, seul un petit nombre d'individus valident les transactions, ce qui rend le système plus rapide. Lorsque l'on désire élire un délégué, celui-ci peut donner des incitants à ses électeurs. L'incitation la plus commune est de donner une partie des revenus obtenus grâce aux frais de transaction. Cependant, si un délégué ne fait pas correctement son travail, il ne validera pas les transactions de manière efficace. De ce fait, les électeurs lui retireront leur vote et voteront pour une autre personne qui leur fera potentiellement gagner plus d'argent. La preuve d'enjeu de délégué peut se révéler problématique lorsque le nombre total de délégués est faible, car cela peut permettre à certains individus de prendre le contrôle du consensus en faisant collusion entre eux. Afin de trouver un compromis acceptable, il faut que le nombre total de délégués soit suffisamment grand afin d'éviter la création d'un cartel, tout en ayant un nombre de délégués suffisamment petit pour garantir la rapidité du réseau. Parmi les crypto-monnaies les plus connues utilisant ce type de consensus, on retrouve EOS et Tron. Dernier type de consensus, la preuve d'autorité ou Proof of Authority. Dans ce type de consensus, les blocs et les transactions sont validés par des comptes approuvés à l'avance. Le processus est automatique et mis à part le fait de vérifier que l'ordinateur n'est pas compromis, il n'y a rien d'autre à faire. Pour devenir un validateur, il faut que votre identité soit formellement identifiée et affichée sur la blockchain. Car c'est votre identité et votre réputation qui sont mises en jeu plutôt que votre puissance de calcul ou votre richesse. En créant un système de réputation lié à l'identité, les validateurs sont incités à continuer à valider les transactions de la manière la plus efficace, honnête et transparente possible. S'ils ne le font pas, alors leur identité pourrait être associée à une réputation négative, ce qui leur ferait perdre ainsi leur rôle de validateur difficilement acquis.
Toutefois, ces systèmes comportent des inconvénients quelque peu extrêmes, dont le plus important est la centralisation. En effet, si les validateurs doivent être choisis, c'est donc qu'une autorité centrale contrôle le réseau indirectement. Ce système est donc tout à fait adapté à des blockchains mises en place par des administrations. Stellar et XRP utilisent ce type de consensus. Voilà pour ce tour d'horizon, j'espère qu'il vous a plu. Pour approfondir certaines notions, je vous mets dans la description notre vidéo sur les DAO qui utilisent, on le disait, d'une certaine manière le Proof of Stake, ainsi que quelques articles sur notre site. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire et à nous faire vos retours. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.